Vous écoutez Radio Air Libre. Dans la série Les Maudits, l'émission d'aujourd'hui sera consacrée à un problème essentiel de l'Antiquité classique, qui est celui de l'esclavage. Le problème posé sera celui des esclaves grecs en tant que classe sociale. Je me base sur un article de Pierre Vidal-Naquet, le grand helléniste français, qui s'est interrogé sur ce sujet dans Raison présente en 1968. Dans la société grecque, les esclaves étaient-ils une classe ? La question est moins triviale qu'il n'y paraît peut-être, et la poser sous cette forme exige de la part de l'historien de la Grèce quelques éclaircissements. Notre conception moderne de la classe sociale paraît liée à trois ordres de phénomènes bien distincts qui seront énumérés ici tout à fait empiriquement et sans choisir. 1. Une classe, c'est un groupe d'hommes qui occupe une place bien définie dans l'échelle sociale. C'est ce que nous exprimons en langage commun quand nous parlons de la grande bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie, de la prétendue classe moyenne ou des classes inférieures. On sait avec quelle subtilité empirique les auteurs anglo-saxons ont utilisé ce vocabulaire. Ce n'est évidemment pas un hasard si c'est l'historien anglais Hill, qui est l'auteur d'un livre intitulé The Modern Middle Class, consacré à ces chevaliers romains, dont Claude Nicollet a démontré que jusqu'à l'époque d'Auguste, ils ont constitué non une classe, mais un ordre. 2. Une classe sociale occupe une place définie dans les rapports de production. C'est là l'apport principal du marxisme et il est inutile d'insister là-dessus. 3. Enfin, une classe sociale suppose la prise de conscience d'intérêts communs, l'emploi d'un langage commun, une action commune dans le jeu politique et social. Cela aussi, nous le devons à Marx. Et on rappellera simplement la page célèbre du 18 Brumaire de Louis Bonaparte sur les petits paysans parcellaires français. Je cite, « Masse énorme dont les membres vivent tous dans la même situation, mais sans être unis les uns aux autres par des rapports complexes. » Fin de citation. Et chacun connaît la conclusion de Marx, jouant sur les deux sens possibles du mot classe. Je cite Marx. « Dans la mesure où des millions de familles paysannes vivent dans des conditions économiques qui les séparent les unes des autres et opposent leur genre de vie, leurs intérêts, leur culture à ceux des autres classes de la société, elles constituent une classe. Mais, dans la mesure où, entre paysans parcellaires, il n'existe qu'une solidarité locale et où l'identité de leurs intérêts ne crée entre eux aucune communauté, aucune liaison nationale, ni aucune organisation politique, elle ne constitue pas une classe. » Fin de citation. Il serait évidemment facile de prendre ces trois notions de niveau, de rapport de production et de conscience, et de chercher à les appliquer à l'Antiquité grecque classique et aux esclaves, mais avant de se livrer à ce petit jeu, et peut-être pour le rendre inutile, il convient de faire un détour. Le premier point peut être résumé ainsi. Nous sommes habitués à nous représenter la société antique comme composée de maîtres et d'esclaves. Et c'est ce que dit Marx lui-même dans l'ouverture du manifeste communiste. Mais il faut bien voir, 1. qu'il n'en a pas été toujours ainsi, 2. que, même à l'époque classique, deux types de sociétés s'affrontent.
dont une seule peut être considérée comme esclavagiste au sens précis qu'il faut donner à ce terme. En grec, l'esclave, c'est le doulos, et ce mot apparaît dès les tablettes mycéniennes sous la forme doéro. Mais la présence du mot ne signifie pas que dans les faits, la société mycénienne a connu une opposition nette, décisive, entre hommes libres et esclaves. En fait, le mot doéro semble avoir quantité de sens. On distinguera le doéro tout court, le doéro des dieux. On introduira des subtiles différences. Par exemple, on dira d'une femme qu'elle est la fille d'un doéro et d'une femme appartenant à la classe des potiers. Les faits sont si confus que l'historien soviétique Lenkman, tenant tout à fait convaincu de l'explication esclavagiste de la société mycénienne et par conséquent de la distinction radicale à cette époque entre hommes libres et esclaves, a pu écrire à propos du doéro que, n'était le terme lui-même, nous n'aurions aucune raison sérieuse de considérer le doéro comme esclave. Pourquoi, dans ces conditions, ne pas passer outre? Dans la société homérique, ou plus exactement dans ce que nous appelons assez improprement de ce nom, dans la société qu'évoquent et imaginent les poèmes homériques, il y a certes des esclaves, femmes rasiées, prisonniers de guerre, esclaves acquis par un embryon de commerce. Mais l'esclave n'est pas seul au bas de l'échelle sociale, et il n'est pas le plus mal situé. Le misérable par excellence, on l'a souvent dit, et Moses Finlay l'a montré mieux que personne, ce n'est pas l'esclave. C'est l'ouvrier agricole, ne disposant que de ses bras, n'ayant aucun lien permanent avec le domaine, l'oikos, c'est le tête. En bref, dans la société homérique, comme dans la société mycénienne, il y a toute une gamme de statuts entre l'homme libre et l'esclave. Sautons maintenant par-dessus les siècles et venons-en à l'époque classique. Nous avons là deux modèles antagonistes qui s'affrontent publiquement et qui s'affrontent aussi socialement. Disons, le modèle athénien et le modèle spartiate. Approximation grossière, certes, car il y a à Sparte des traits tout à fait exceptionnels qui ne permettent pas d'en faire un État oligarchique. Mais tout de même, ce qui est vrai pour Sparte est souvent vrai, en gros, pour la Thessalie ou pour la Crète. À Athènes règne une grande simplicité qui nous était familière depuis la classe de 6e. Il y a le citoyen, le métèque, l'esclave, avec bien sûr des distinctions selon les niveaux de fortune, des distinctions entre la ville et la campagne, des distinctions aussi sont les âges, puisque la constitution athénienne oppose les jeunes et les vieux. Il est évident qu'à l'intérieur du monde des esclaves, il y a des différences énormes. Ce n'est pas la même chose d'être gendarme, fonctionnaire ou mineur, de tenir une échoppe ou d'être ouvrier agricole. Mais juridiquement, au point de vue du statut personnel, ces distinctions sont, au 5e siècle du moins, assez peu de choses. La meilleure preuve, on la trouvera dans une expérience qui a été faite par plus d'un Athénien. Soit un homme qui se déclare citoyen et dont le statut est contesté. Il passera d'abord en jugement devant l'assemblée de son dème. Si celui-ci déclare qu'il n'est pas citoyen, il sera réduit au statut de métèque, gardant ainsi sa liberté personnelle. Mais il peut ne pas accepter cette sentence et par la procédure de l'Éphésis, transférer le débat devant le tribunal populaire de l'Héliée. Là, s'il perd son procès, il sera vendu comme esclave. Inversement, un esclave affranchi, avant de pouvoir même aspirer au titre de citoyen, se contentera, sort normal d'un affranchi, du statut de métèque. Bref, c'est net, simple et radical. Et cela montre du même coup que les trois catégories de la société athénienne, citoyens, étrangers, résidents et esclaves,
cet étranger absolu, cet outsider, comme dit Finlay, sont effectivement vécus comme tels à Athènes. Il est à peine besoin d'insister sur le fait qu'en aucun cas ces trois catégories ne constituent une classe sur aucun des plans que nous avons définis, et cela même si l'on admet avec Claude Mossé qu'il se constitue au IVe siècle un groupe de riches rassemblant tout à la fois des citoyens et des étrangers, y compris d'anciens esclaves, naturalisés. Nos manuels nous parlent aussi d'une division tripartite de la société à Sparte. Les pairs, les homoioi, les périèques, les ilotes. Mais cette division ne recouvre en rien celle d'Athènes. L'ilote et l'homoios sont deux extrêmes. Sans que l'on puisse dire que la catégorie de la liberté s'applique parfaitement au père, ni celle de l'esclave au ilote. Laissons de côté les périèques, sur lesquels on ne sait d'ailleurs à peu près rien, et qui sont citoyens des cités incluses dans l'État lacédémonien. Malgré leur nom, les homoioi ne forment nullement, même au Ve siècle, un groupe social homogène. Il faut insister sur l'existence de groupes spécialisés à l'intérieur des homoioi, comme les cryptes. Ces jeunes gens qui se livrent à des exploits dans la campagne, comme les 300 hippeis, cavaliers, commandés par les hippagrètes, et qui, du reste, malgré leur nom, vont à pied, comme les agatho-ergoi dont nous parle Hérodote, recrutés parmi les cavaliers à raison de 5 par an pour remplir des missions secrètes. Par ailleurs, tout jeune spartiate ayant subi l'agogé, l'éducation spartiate, peut devenir homoios. Mais tous ne le deviennent pas, et l'on constate au Ve siècle une multiplication des intermédiaires, un foisonnement de catégories dont certaines peuvent remonter à une époque très ancienne. Il y a le cas des hippomeionès, des spartiates qui n'ont pas de tenure héréditaire, de cléros. Il y a ceux qui ont été dégradés pour des raisons militaires et qui forment une catégorie spéciale, ceux qu'on appelle les trésantes, c'est-à-dire les trembleurs. Du côté des ilotes, la simplicité ne règne pas non plus. Un ilote peut être un motax, et les sources anciennes expliquent ce mot tantôt comme désignant l'esclave né à la maison, tantôt comme l'ilote élevé avec les spartiates et subissant l'agogé des futurs pairs. Affranchi, l'ilote deviendra néodamode, nouveau membre du damos, sans pour autant devenir un homoios. Bref, la société spartiate se caractérise par une gamme de statuts sans qu'on puisse définir très clairement où commence la liberté et où finit l'esclavage, puisque même les égaux, au fond, ne sont pas des hommes libres au sens athénien du terme. Avec quantité de nuances, cela semble vrai d'autres sociétés rurales, notamment de la société crétoise. Là encore, nous avons une prodigieuse multiplicité de termes pour définir les groupes serviles et aussi parfois les groupes de citoyens de plein exercice. Il ne faut donc pas se laisser duper par le fait qu'un même mot, douleia, la gens servile, désigne à la fois dans un traité du Ve siècle, le livre 5 de Thucydide, les esclaves d'Athènes et les ilotes de Sparte. Mettons maintenant nos groupes sociaux en mouvement. Quel rôle vont jouer les esclaves dans les conflits sociaux extrêmement violents, surtout au IVe siècle, qui animent ces deux types de sociétés? La description la plus étonnante de la lutte des classes dans la Grèce classique est probablement celle que nous donne Platon au livre 7, au livre 8 et au début du livre 9 de la République. Admirateur prétendu de Sparte, Platon a cependant une information essentiellement athénienne et sicilienne. Il a observé en Sicile le fonctionnement d'une tyrannie militaire, et sous le masque du passage de la République idéale à la timocratie, à l'oligarchie, à la démocratie et à la tyrannie,
il emprunte son matériel à l'histoire, revu et corrigé, aussi bien du Ve siècle que du IVe. Quel rôle jouent les esclaves dans tous ces événements? Un rôle faible, pour ne pas dire nul. Au moment essentiel à nos yeux, celui qui est censé expliquer l'avènement de la démocratie, comment procède Platon? Son analyse est avant tout militaire. Il invoque l'impossibilité presque certaine où seront les oligarques de faire la guerre. Ou bien ils seront forcés d'armer le peuple et devront le craindre plus que l'ennemi, ou bien, s'ils ne le font pas, ils laisseront voir dans la bataille qu'ils sont bien des oligoi, des gens peu nombreux. Et Platon d'évoquer, dans un texte saisissant, le livre 8 de la République, la présence côte à côte sur la ligne de bataille d'un côté du riche, nourri à l'ombre et chargé d'une graisse surabondante, de l'autre du pauvre, maigre, brûlé par le soleil et se disant « Ces gens-là ne doivent leur richesse qu'à la lâcheté des autres. » La démocratie, nous dit Platon, s'établit, je cite, « quand les pauvres victorieux de leurs ennemis massacrent les uns, bannissent les autres et partagent également avec ceux qui restent le gouvernement et les magistratures. » Fin de citation. Des esclaves, pas un mot. Platon se contentera de parler métaphoriquement de l'esclavage en définissant les trois classes de la personne humaine. La raison, le courage, les désirs bas. En disant que dans ce type de société, la première et la seconde sont les esclaves de la troisième. Et, lorsqu'il définira le démos, il le définira comme composé des paysans propriétaires, auto-urgoi, des oisifs, pragmonèse, des possédants. À aucun moment, évidemment, il n'y inclura les esclaves. Ceux-ci interviendront plus tard, au moment de l'avènement de la tyrannie. Là, effectivement, Platon admet que le tyran enlève les esclaves à leur maître, les affranchit pour en faire des égaux, les égaux des citoyens, lesquels, dit Platon, prennent ainsi la livrée de l'esclavage. Je fais référence ici au livre 8 de la République. Il s'agit là, en effet, d'un moyen politique qui a été parfois employé. La description platonicienne est pleinement confirmée par ce que nous savons de l'histoire d'Athènes, sauf, peut-être, au tout début de la démocratie au VIe siècle, à l'époque où la distinction entre les hommes libres et les esclaves n'était pas vraiment tranchée comme elle le fut à partir, disons, de la fin du VIe siècle. Y a-t-il ensuite une revendication collective des esclaves qui en ferait une classe dans le troisième sens qu'on évoquait au début de cet exposé? Non. Même pas dans les épisodes les plus dramatiques. Quand 20 000 esclaves, qui sont principalement des artisans, des kéros, des knaïs, des hommes qui travaillent de leurs mains, et parmi eux, sans doute, nombre de mineurs, s'enfuient en profitant de l'occupation par les Spartiates de Décélie. Ces esclaves ne revendiquent rien, ni le gouvernement d'Athènes, ni l'accès collectif à la citoyenneté. Ceux qui étaient grecs revendiquent certainement leur citoyenneté d'origine. Tous revendiquent leur liberté, c'est bien naturel, mais aucun n'a l'ambition de devenir stratège à Athènes ou archonte. Dans certains cas précis, au IVe siècle, certains esclaves ont pu avoir cette ambition. Il ne s'agit en aucun cas d'une revendication collective du groupe des esclaves. Est-ce à dire que l'esclave ne joue pas un rôle important? C'est lui, au fond, qui rend possible le statut clair et défini de citoyen. L'exemple classique, dès le VIe siècle, est celui de Chios, la cité où apparaissent pour la première fois des institutions démocratiques et où, nous dit-on pompe, pour la première fois,
on a acquis des esclaves à l'étranger. Suivant la formule bien connue de Finlay, un aspect de l'histoire grecque est, en bref, l'avance main dans la main de la liberté et de l'esclavage. L'esclave rend possible le jeu social, non parce qu'il assure la totalité du travail matériel, cela ne sera jamais vrai, mais parce que son statut d'anti-citoyen, d'étranger absolu, permet au statut du citoyen de se développer. Parce que le commerce des esclaves et le commerce tout court, l'économie monétaire, permettent à un nombre tout à fait exceptionnel d'Athéniens d'être des citoyens. C'est dire que le point de vue qu'on a défendu ici est exactement opposé à celui qu'ont défendu au XIXe siècle Henri Vallon et Fustel de Coulanges. Encore au XXe siècle, le grand historien Corrado Barbagallo expliquait que l'existence de l'esclavage corrompait, empoisonnait même les rapports sociaux entre les diverses classes. L'opposition entre maître et esclave est bien la contradiction fondamentale du monde antique. Mais à aucun moment, ces maîtres et ces esclaves ne s'affrontent directement dans la pratique sociale courante. Prenons, pour mieux se faire comprendre, un exemple hors du monde antique. Dans la Florence du XIVe siècle, et en général dans les cités italiennes du Moyen Âge, la contradiction fondamentale est celle qui oppose la ville et le contado. Dans la mesure où l'on franchit les portes de Florence, on entre dans un espace tout à fait différent de celui de la ville. Un campagnard, un contadino, n'est pas normalement citoyen de Florence. Il n'y a aucun doute sur le fait que Florence a vécu en partie de l'exploitation de sa campagne et de la domination qu'elle exerçait sur elle. Mais cette opposition fondamentale n'empêche pas que les luttes sociales à Florence au XIVe siècle ont opposé essentiellement des groupes urbains. Venons-en maintenant aux sociétés rurales de type spartiate, thessalien ou crétois. Le contraste est saisissant. Il s'exprime dans un simple fait. Athènes et Sparte, au moment de la Seconde Guerre médique, ont mobilisé l'une et l'autre la totalité de leurs ressources en hommes. Athènes mobilise dans sa flotte plus de 30 000 citoyens. Sparte présente à Platée 5 000 hoplites recrutés parmi les homoioi, autant de périèques et 35 000 ilotes. Ce seul fait créer entre les deux systèmes une différence fondamentale. Sauf cas tout à fait exceptionnel, il n'est pas question de mobiliser à Athènes les esclaves, et, si on les utilise dans l'armée, on les affranchira. Il en résulte que, si éloigné que soit l'ilote du citoyen de plein exercice, il n'en joue pas moins un rôle, et un rôle capital dans le jeu politique. Une revendication politique des ilotes est possible à Sparte, alors qu'une revendication politique des esclaves à Athènes est proprement inconcevable. À Sparte, cette revendication s'orientera dans deux directions possibles. L'une est la sécession, rêve des ilotes de Messénie, qui se réalisera lorsque la campagne d'Épaminondas aura ouvert la voie à la reconstruction de Mécène. L'autre est tout simplement l'intégration à Sparte. Elle n'est pas moins importante. Les épisodes du IVe siècle sont bien connus. On insistera seulement sur un épisode qui date, lui, de la guerre du Péloponnèse et qui nous est raconté par Thucydide. Les efforts font un jour une proclamation solennelle pour inciter ceux des ilotes qui estiment avoir rendu le plus de service à Sparte à se faire connaître afin d'être affranchis. Les valeureux, les plus dignes se font effectivement connaître comme les espéraient les efforts.
On en choisit 2000 qui, affranchis, joyeux, se couronnent la tête. Après quoi, ils disparaissent, purement et simplement. Cet épisode montre bien, semble-t-il, à la fois la force de la revendication et aussi la violence de la répression, car Sparte jouait son existence dans les révoltes des Ilotes. Un esclave évadé à Athènes, ce n'est pas grave. 20 000 esclaves évadés au moment de la guerre de Décélie, c'est bien sûr une catastrophe. Mais 20 000 esclaves se remplacent par l'achat d'autres esclaves. Il n'est pas question à Sparte d'acheter d'autres Ilotes, car un Ilote n'est pas un objet qui s'acquiert sur le marché. C'est pourquoi le mouvement de lutte des Ilotes remet totalement en cause l'ordre spartiate. Encore, à la fin du IIIe siècle et au début du IIe siècle, le tyran Nabis tenta de résoudre le problème spartiate. Il se donna même le luxe d'expliquer à Flaminus, dans un discours que reproduit à sa façon Tite-Live, que, et je le cite, « Notre législateur n'a pas voulu que la cité fût aux mains de quelques citoyens, ce que vous appelez le Sénat, ni qu'un ou deux ordres dominent dans la cité. Il a cru au contraire qu'en égalisant les fortunes et les honneurs, on aurait beaucoup d'hommes qui prendraient les armes pour la patrie. » Fin de citation. L'affirmation est proprement énorme. Le programme que développe Nabis sous le masque de Lycurgue n'est pas autre chose en réalité que le programme qu'avait réalisé Athènes au VIe siècle. Il était évidemment un peu tard, et il n'y manquait, si on ose dire, que ce qui avait rendu possible le développement athénien et d'abord les esclaves. On voit donc comment un même mot, celui de doulos, peut désigner des réalités sociales profondément différentes. Mais le plus singulier peut-être est de voir combien tardivement on prit conscience de cette différence. Quand ? La réponse est claire. Au IVe siècle, quand les sociétés de type spartiate, crétois ou thessalien se défont. Alors apparaissent les théoriciens, Platon, l'école d'Aristote, qui raisonnent sur ces statuts bizarres qui placent l'homme, je cite, entre les libres et les esclaves. Mais ce moment, celui où triomphe en apparence la forme classique de l'esclavage marchandise, est aussi celui où des problèmes entièrement nouveaux vont se poser dans la mesure où, dans le monde hellénistique, les forces de travail dont dépend le sort aussi bien des cités grecques que des monarchies ne seront plus essentiellement l'esclavage, tel que l'avait connu la cité classique, mais l'immense masse des paysans dépendants de l'Égypte ou de l'Orient, ceux-là même dont Aristote faisait des esclaves naturels. On n'abordera pas ici ces problèmes, on se limitera à une brève remarque. Le phénomène des révoltes serviles, au deuxième et au début du Ier siècle, ne doit pas faire croire qu'il existe désormais une classe d'esclaves au sens moderne du mot, regroupant tout ou la majorité de la gens servile. Une révolte comme celle de Sicile en 139-133 est d'abord un soulèvement de bergers armés dans un pays dominé de longue date par un conflit traditionnel entre agriculteurs et éleveurs, où la propriété latifondière avait pris la forme d'énormes entreprises d'élevage. Une telle révolte ne se distingue pas essentiellement de celle qu'a analysée Eric Hobsbawm dans ses Primitives de la révolte. Primitive Rebels. Aucun moment n'est esquissé sérieusement l'idéal d'une société sans classe. Le chef des esclaves révoltés s'est d'ailleurs fait roi. Il frappe monnaie au nom d'Antiochos, et sur ces monnaies apparaît une vieille divinité de Sicile, la Déméter d'Enna. Si cela avait duré, il n'y a pas le moindre doute que ces révoltés auraient eu des esclaves. Dans la mesure où les esclaves à l'époque hellénistico-romaine ne sont pas pulvérisés socialement comme ils le sont dans la cité classique, c'est l'organisation d'une cité qui est la limite de leur action. En témoigne assez bien l'anecdote, un peu tragique, que raconte à l'époque hellénistique l'historien Nymphodoros de Syracuse et qui fournira la conclusion. La scène a lieu à Chios, la cité qui vit les premiers esclaves achetés.
Il se produit là une fuite d'esclaves, parmi lesquels une sorte de Robin des Bois, nommé Drimacos, qui, après divers épisodes, propose aux gens de Chios de résoudre le problème. Il conclut avec eux une armistice s'engageant à limiter les récupérations. Tout magasin, qui aurait été modérément pillé, sera orné d'un sceau qui lui évitera le renouvellement des faits. Quant aux esclaves en fuite, il propose de rendre ceux qui seraient partis sans raison valable. S'ils avaient, dit-il, des raisons décisives de s'en aller, je les garderai, mais, dans le cas contraire, je vous les rendrai. Du coup, beaucoup moins d'esclaves s'enfuient. Ceux qu'ils gardaient étaient du reste organisés militairement et en vinrent à le craindre encore plus que leur maître. Trimachos poussa du reste la bonté quand il devint vieux et que les Chiotes eurent mis sa tête à prix, jusqu'à demander à son favori de couper la dite tête et de gagner ainsi la forte récompense promise. Les citoyens de l'île finirent par faire de ce rebelle modèle un héros qui leur apparaissait en songe lorsque des remous se produisaient parmi la gent servile. L'histoire ne dit pas s'il afficha à la porte de son camp, tel le héros d'Animal Farm de George Orwell, une maxime qui aurait pu s'énoncer ainsi: tous les esclaves sont égaux, mais certains esclaves sont plus égaux que d'autres.